Préparez votre oreiller car l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir est enfin là, toujours au rendez-vous pour remplacer nos somnifères. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime, on se retrouve une nouvelle fois sur la série Les Anus du Pourboire. Mais avant tout, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, où là j'ai vraiment détaillé tout mon ressenti concernant la série, en expliquant les parallèles avec les livres que j'ai lus. Et j'invite aussi ces gens-là à regarder ma vidéo sur les deux premières trilogies de films. Bref, tous les liens sont évidemment en annotation. Cette nouvelle vidéo va pouvoir entrer plus profondément dans les entrailles de la série, en spoilant, y compris l'épisode 3. Et franchement, pour être honnête, je ne m'attendais pas à un retour aussi positif de votre part dans ma vidéo précédente. Donc franchement, merci. Je suis vraiment heureux de voir que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je pense vraiment qu'on est une minorité, mais une minorité solide. Et c'est pourquoi j'invite à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, c'est très rapide à faire, 2 clics, car je n'ai pas encore fini de vous parler du Seigneur des Anneaux. D'autant plus que la prochaine vidéo sera susceptible de vous plaire, car je vais enfin aborder un sujet polémique, d'où l'intérêt de parler de ça dans une vidéo à part. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer pleinement sur l'épisode 3 du nom de Adar, réalisé par Wayne Chi Yip, Bye Bye Bayona, et je vais essayer de ne pas m'énerver, même si ça risque d'être parfois un peu salé. Arrondir et sa magnifique coupe de cheveux de footballeur s'est fait embarquer par des orques. Et attention, accrochez-vous, il sera forcé à abattre un arbre. Oh là là! Ah, j'étais accroché à mon fauteuil là, j'étais là, oh non! Oh, pas l'arbre, non! Ça, c'est du défi, mais alors, du coup, avec quoi sont faites ces flèches? Ce sont des flèches en fer, je crois, hein. Du côté de Galadriel, cette dernière s'est faite sauver par des Numénoriens, découvre l'île pour faire la rencontre d'Ar-Pharazôn et de Tarmiriel. Mais elle va devoir chercher à s'enfuir pour sauver le monde. Et elle découvre que la marque de Sauron représente en fait le Mordor, en tout cas la carte du Mordor, et ça y est! On avance un petit peu. Halbrand, lui, se frite contre Régis Laspalès. Excellent, dis donc. Et apprend qu'il est destiné à devenir un grand héros puisqu'on avait bien besoin d'un Aragorn 2.0. Nori et Poppy, alias Frodon et Sam au féminin, cachent toujours le Gandalf Clodo, que j'ai décidé d'appeler le Clodalf. Oui, parce que tout le monde aimait la théorie qu'il s'agit en fait de Gandalf. Puisqu'apparemment c'est un Maya, mais par contre je ne comprends pas pourquoi il est apparu depuis une comète. Enfin, c'est bizarre. En plus, il est complètement con ce personnage. Et pour finir, un nouvel antagoniste arrive sous le nom de Adar. Et là, cliffhanger. Ouais, c'est bien, il s'est passé pas grand chose. En plus que cet épisode 3 confirme mes craintes. Le fait que Myriel existe dans cette première saison prouve que cette série s'assoit complètement sur la temporalité des livres, voire même des quelques petites pages des appendices qui sont censés adapter. À moins, encore une fois, que les Anneaux de Pouvoir n'aient déjà été forgés il y a environ 2000 ans. Mais si c'est vraiment le cas, eh bien, je ne vois pas l'intérêt d'avoir appelé la série Les Anneaux de Pouvoir. Mais bon, attendons de voir. Laissons-lui encore une chance. La caméra est beaucoup centrée sur Myriel alors que Ar-Pharazôn est 150 fois plus important, car n'oublions pas qu'il contribue à la chute de Numénor dans l'histoire originale. Sur l'île, on découvre enfin qui est Elendil et plus tard Isildur. Je trouve que l'interprète d'Elendil a une bonne gueule, mais alors par contre Isildur, mais au secours, c'est quoi ce mec imberbe là? Du plus, mais pourquoi nom du pipe Isildur à la peau mate alors que sa sœur a la peau blanche, sa sœur Iarienne qui a été complètement inventée pour le quota, bien sûr, enfin faut arrêter de se voiler la face, à moins qu'on apprenne par la suite que ce personnage a été adopté par Elendil, enfin bon bref. Pour rappel, Elendil et Isildur sont deux personnages clés du lore, en tout cas dans le second âge, qu'on voit apparaître dans la bataille contre Sauron dès le premier film. Et je vous invite à admirer le charisme de l'acteur qui interprète Isildur dans l'introduction du premier film Le Seigneur des Anneaux. On ne le voit que très peu, mais putain qu'est-ce qu'il est culte! Détruisez-le! Et dans cet épisode, on entend les orques crier pour Adar, qui m'a tout l'air d'être un nouvel antagoniste pour boucher les trous, et on ne sait pas grand chose pour l'instant de ce personnage, on ne sait pas s'il s'agit d'un diminutif de Anatar, alias Sauron, ou peut-être Yarwen Ben Adar, alias Tom Bombadil, ce qui n'aurait absolument, mais vraiment absolument aucun sens. Je pense que c'est vraiment un personnage à part entière qui a été créé pour faire un nouveau méchant. Ou pas, on verra bien. Alors comme je vous le disais, Bayona n'est plus à la réal dans cet épisode, et si je puis me permettre, ça se voit. Même si ce n'est pas encore une horreur, attention. Mais c'est juste que voilà, on a des espèces de vieux plans en diagonale pour faire peur. Et j'ai
éclaté de rire à partir de 29 minutes, il me semble. On a une séquence en ralenti, mais qui sort de nulle part. Vous savez, la scène avec les chevaux, avec un espèce de gros plan malaisant sur le visage crispé de Galadriel. Et je n'ai vraiment pas compris l'utilité de ce ralenti. Enfin, pour symboliser un assaut, là oui, ok, ça aurait pris tout son sens. Sauf que là, vraiment, on dirait que c'est juste là pour faire joli. Genre, j'ai presque envie de dire au monteur, bravo, tu sais faire un ralenti, bravo! Et pareil, le plan de fin sur le mec qui se retourne avec une flèche dans le bide, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait marrer. Un personnage qui meurt dont tout le monde se fout. Bon, par contre, il y a toujours l'effet wow. Je me suis presque pissé dessus tellement que Numénor est beau, même si j'ai quand même un gros problème avec la direction artistique de cet environnement, notamment sur les costumes et les décors. Car là, clairement, ce sont des Romains. Et je ne sais pas d'où sort cette inspiration. Tolkien avait lui-même déclaré qu'il s'inspirait très grandement du Royaume-Uni, mais sortait rarement de cette inspiration. Je pense que ça vient du fait que Ar-Pharazôn va représenter, caricaturer l'impérialisme romain plus tard. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de changer la direction artistique quand on arrive à ce moment clé, à cet élément perturbateur. Mais bon, là je suis peut-être un peu trop créatif à leur goût. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'armure numénorien ont des man boobs. Je ne sais pas qui ils vont impressionner avec ça, mais pas grand monde. Autrement, le maquillage des orques est plutôt correct, mais en revanche, leur comportement fait beaucoup trop humain. Souvenez-vous, dans les films, c'est à peine s'ils arrivaient à sortir des mots de leur bouche. Enfin, ils avaient des espèces de tics, ils marchaient bizarrement. On voit que les acteurs étaient formés à être des orques, ils déformaient leur visage et s'exprimaient avec des grimaces comme ça là. Et autrement, concernant le scénario, eh bien, c'est pas ça. J'ai trouvé cet épisode mais d'un vide, à tel point qu'ils se sentent obligés de faire une espèce de conférence entière juste parce qu'ils ont ramassé une elfe à la mer. Mais vous êtes sérieux les gars? Enfin, qu'est-ce que vous en avez à taper d'une random elfe? Les enjeux ne sont tellement pas clairs que Galadriel se sent obligé de sans arrêt évoquer une potentielle menace, un potentiel danger, il faut se battre, il faut continuer à se battre, il faut sauver des vies. Mais sauver de quoi? Putain, sauver de quoi? Sauver de qui? Il faut sauver les gens de Sauron? Putain, mais Sauron, on ne le voit qu'au début en train de marcher. Putain, et prenez le premier film, Sauron, on le voit mettre des patates avec son gros gourdin et son anneau. Voilà, ça, c'était un danger. Là, on nous dit juste que Sauron, c'est le pote de Morgoth, donc il faut le tuer. Putain de merde, mais c'est insupportable. Et arrivé à la scène épivelue, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Enfin, en tout cas, quelque chose d'intéressant. On a une pseudo-scène où on cite des gens morts, des gens qu'on ne connaît même pas, et je ne ferai aucun commentaire sur les dialogues. Miss Brandpied est jeune. Il lui faudra gagner autant de jugeotes que de poils aux pieds. Et attention, je vais donner mon avis personnel sur quelque chose concernant l'actrice Cynthia Ade Robinson. Voilà, je vais vous faire une confidence, c'est une actrice que je n'aime pas du tout, mais c'est complètement subjectif. En fait, c'est vraiment depuis le jour où elle a remplacé une actrice que j'adorais dans la première saison de Spartacus. On la voit apparaître dans la saison 2 en train de beugler, à nous casser les oreilles sans arrêt. Et franchement, elle, dans le rôle de Myriel, elle dégage un espèce de charisme d'huître. Bref, je suis désolé, j'avais dit que je m'énerverais pas, mais là, c'est plus fort que moi. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques des 2 premiers épisodes avant de préparer cette vidéo. Faut savoir que Amazon a censuré les avis, apparemment. Ouais, il y a une propagande raciste qui se sont rassemblés. Oui, parce que voilà, Flash News, si vous n'aimez pas la série, c'est forcément parce que vous êtes raciste. On nous a sorti le même coup avec les gens qui n'ont pas aimé le personnage de Reva dans Obi-Wan Kenobi. Donc sachez-le, si vous n'aimez pas la série, vous êtes raciste. Et donc j'étais voir quelques critiques et je constate que beaucoup partagent mon avis, y compris ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux. J'ai vu la critique de Marriage, j'ai vu la critique de Dirty Tommy et les deux sont unanimes pour dire que c'est un petit peu vide. Il y a une platitude dans les dialogues alors que franchement, le Seigneur des Anneaux, Tolkien, est réputé justement pour être un poète. Je peux vous citer par exemple une phrase extrêmement culte de Sam à la fin du Retour du Roi. Allez, monsieur Frodon, je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Et forcément c'est triste, mais les gens qui ont fait cette série sont des marketeux, et les marketeux ne sont pas des poètes. Et tout le monde est d'accord pour dire que les enjeux sont flous et qu'il n'y a pas de ficelle scénaristique. On ne comprend toujours pas le lien entre les différents arcs. Évidemment qu'il y aura un lien vers la fin, mais pour l'instant, on ne comprend pas où ça va nous mener. Là où dans Game of Thrones, par exemple, il y a plein d'arcs différents, mais dès la première saison, on comprend quel est le rapport entre chacun. Par exemple, l'arc de Daenerys, on sait que ça aura un rapport avec Port-Royal, puisque Robert Baratheon est inquiet pour le sort de son pays, et du coup, il veut empoisonner
tuer discrètement Daenerys. Et on sait aussi que Port-Royal est justement lié avec la garde de la nuit et que ça sera lié avec les marcheurs blancs, etc., etc. Enfin, tout est bien ficelé. Alors qu'ici, pour l'instant, on en est presque à la moitié de la saison et on ne comprend toujours pas le lien entre les différents arcs. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans la trilogie originale aussi, il y avait plein d'arcs différents. Ah oui, mais alors, je vais vous expliquer pourquoi c'était mieux fait. La communauté de l'anneau, ça commence tout simplement par Frodon. Voilà, ça commence tranquillement par les Hobbits. On ne prend pas la tête avec d'autres arcs. Et ensuite, Frodon rencontre Gandalf. Plus tard, on va voir Gandalf rencontrer Saruman. Plus tard, Saruman qui manigance un plan avec les orques. En parallèle, on voit Frodon qui rencontre Aragorn. Ensuite, tous ensemble rencontrent les elfes à Foncombe. Ensuite, tous ensemble, toujours réunis, partent à l'aventure. Voilà, ça, c'est une narration parfaite. On nous balance pas des arcs gratos à la gueule. Bref, maintenant, pour compléter cette vidéo, je vais citer quelques commentaires de ma vidéo précédente. Une pluie de commentaires sur ma vidéo précédente, ces dernières a vraiment beaucoup marché. J'ai vu beaucoup de gens dire que les Hobbits sont appelés les pieds velus parce qu'apparemment, ils n'ont pas les droits. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ça parce que ce n'est pas vrai. Si, ils ont les droits. Ils ont les droits justement du Hobbit et de la communauté de l'anneau, etc. Et s'ils sont appelés les pieds velus, c'est parce qu'à cette époque-là, dans le second âge, les Hobbits n'existent pas. Voilà, il y a juste 3 ethnies différentes qui normalement sont censées apparaître dans le 3e âge, mais bref. Il y avait 3 races du genre qui se sont mélangées pour devenir plus tard les Hobbits. On a les pieds velus qui sont les plus petits, imberbes et avec la peau brune, les fortaux les plus costauds, et ensuite les poblèmes les plus pâles de peau et de cheveux. Pour l'instant, on n'a que des pieds velus, on dirait un espèce de mélange de tout ça. Je vais citer le commentaire de Anna Grognard qui trouve Galadriel quelque peu antipathique sur les bords, et comme je vous l'avais dit, moi je pensais que c'était juste là posé comme une introduction pour faire évoluer le personnage par la suite. Sauf que non, puisque toute la situation lui donne raison. Donc bah oui, enfin un personnage antipathique, complètement. Silosia valide ce que j'ai dit sur les elfes, le fait qu'ils ont un comportement beaucoup plus droit et noble à la base dans les livres, tandis que dans la série, ils ont un comportement beaucoup trop humain. Je pense par exemple à les enfants elfes qui embêtent Galadriel. Ça, c'est typiquement un comportement de petits cons d'humains. De plus, les elfes ne sont pas aussi fougues et surexcités que Galadriel dans les premiers épisodes. C'est-à-dire qu'ils ont traversé tellement de choses dues à leur immortalité qui sont extrêmement sages et extrêmement calmes dans leur prise de décision. Et en particulier, Galadriel qui est connue pour ça puisque c'est la plus vieille. En fait, les elfes ici ressemblent à ceux de The Witcher. D'ailleurs, on les appelle les pointus pour créer un espèce de racisme sur les elfes, ce qui n'a aucun sens de voir ça dans cet univers. Parce qu'encore une fois, c'est logique de voir ça dans The Witcher, puisque dans The Witcher, les elfes sont minoritaires. Or, dans Le Seigneur des Anneaux, les elfes sont très nobles, sont très respectueux, et il n'y a vraiment que les nains qui détestent par-dessus tout les elfes, et là, bien sûr, les nains sont potes avec les elfes. Nous avons ensuite No Pineapple, qui nous précise un point très important, le fait que la famille Tolkien a apparemment refusé de donner les droits du Silmarillion à d'autres productions de films ou de séries. Personnellement, je trouve que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Mauvaise car on ne verra jamais de Morgoth à l'écran, enfin en tout cas une vraie adaptation du premier âge, mais bonne nouvelle car imaginez qu'on aurait filé le Silmarillion à Amazon. Qu'est-ce que ça redonnait à part quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et nous finissons sur Drougis qui nous dit « Pas sûr qu'une minorité de personnes pensent comme toi, bien le contraire. Pleurons ensemble ». Je pense qu'on est vraiment une minorité, hein. Par contre, une minorité bien solide. Mais pour l'instant, les chiffres parlent. La série cartonne 25 millions de spectateurs dès le premier week-end, c'est balèze. Les gens ont créé une autoroute pour 5 saisons. Clairement. Bon après, rappelons qu'on a eu un double épisode, donc je ne sais pas si ce calcul compte. Et de plus, c'est 25 millions dans le monde entier sur Amazon Prime. Mais rappelons que par exemple, House of the Dragon a cumulé également 25 millions dans la première semaine, mais juste aux États-Unis sur HBO. Voilà, je pose ça là juste comme ça, hein. Mais bon, cela n'empêche que ça marche très très bien et je l'avais prévu. Enfin, quand tu fais une campagne publicitaire aussi colossale et quand tu influences autant d'autres influenceurs, c'est normal que ça marche. Enfin, il a été prouvé scientifiquement que quand tu fais de la promo à quelque chose, eh bien ça marche bien. Donc voilà, au fil des années, je pense que les gens auront l'image de la nouvelle version des Anneaux, qui n'aura rien à voir avec l'original, ou encore avec les livres. Les enfants vont grandir avec ça, ensuite on va rebooter
la trilogie des anneaux en série, etc., etc. Bref. Et je vous jure que c'est vrai, mais j'envie les gens qui aiment cette série. Je n'arrive toujours pas à saisir la vraie menace de l'histoire, à part ce rond qui a juste été évoqué. Je ne vous cache pas que je suis allé jusqu'au bout de l'épisode 3 juste pour vous, parce que dans d'autres cas, j'aurais clairement arrêté. Enfin, en tout cas, les gens qui ont aimé cet épisode, mais précisément cet épisode 3, j'aimerais qu'on m'explique par A plus B pourquoi c'est bien. Enfin, qu'est-ce qui vous a plu? Enfin, les personnages vous ont plu? L'histoire vous a plu? Enfin, comment dire, je comprends pas en fait. À côté, on dit que House of the Dragon a beaucoup de blabla. Oui, certes, mais c'est du blabla intéressant. C'est du blabla qui raconte quelque chose. Mais surtout, dans un épisode, il se passe des tas et des tas de choses. Essayez juste de comparer les deux épisodes 3. D'un côté des anus du pourboire et de l'autre de la housse du dragon. Comparez juste les deux épisodes 3 alors que House of the Dragon n'en est encore qu'au début de la saison puisque la saison est beaucoup plus longue. Regardez un peu ces deux épisodes, comparez les deux épisodes 3, il n'y a pas photo. Enfin bref, j'ai pour vous une petite surprise concernant ma prochaine vidéo sur le même sujet. Je vais enfin aborder, comme je vous l'ai dit, un thème polémique et je pense que ça va plaire à la plupart des gens qui me suivent. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui ne veulent rien rater, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Clique sur la cloche, c'est rapide, 2 clics, c'est fait, car je prépare vraiment plein de choses à ce sujet. Et pour ceux qui ont des analyses à me fournir, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne pour me soutenir et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.